François Tadei. Nous sommes ici au CRI, alors le Centre de recherche interdisciplinaire que vous avez fondé. Et au sein du CRI, il y a le Game Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En quoi cela consiste? Donc le Game Lab, c'est un atelier et un laboratoire de création de jeux. Et donc on l'a mis à disposition de l'ensemble de la communauté du CRI, qui est composée d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, qui peuvent avoir envie de développer un jeu pour des innovations pédagogiques ou pour des motifs de recherche, parce qu'on peut aujourd'hui même gamifier des projets de recherche, comme le cas de Foldit par exemple, qui est le plus connu, que vous connaissez peut-être. Non. Foldit, c'est un jeu où des centaines de milliers de personnes ont contribué à replier des protéines et pour certains cas, à publier dans les meilleures revues, dont Nature, Nature Biotechnology ou Structural Biology, etc. Les jeux, c'est quelque part une pratique pédagogique qu'on utilise pour rendre les étudiants actifs, mais on sait très bien que rendre actif, c'est pas une fin en soi. Selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter le jeu pour les étudiants et pour les apprentissages? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie de notre cerveau qui se mobilise lors des apprentissages et lors du jeu est en grande partie la même. Et donc, apprentissage et jeu peuvent aller de pair. Et l'avantage, quand on apprend dans un jeu, parce que si on veut passer différents niveaux, il faut bien avoir appris quelque chose dans le jeu. Donc, même dans les jeux traditionnels, on apprend des choses, on apprend des phénomènes de résolution de problèmes, par exemple. Et donc, l'avantage du jeu, c'est qu'on a le droit à l'erreur dans un jeu. Et donc, alors qu'une mauvaise note, ça peut bloquer les apprentissages, le stress peut avoir un impact négatif sur les apprentissages. Si on est on a la possibilité, d'une part, d'être testé souvent, et un jeu, ça vous teste en permanence. Si on a la possibilité, lorsqu'on a raté, de recommencer, et la plupart des jeux aujourd'hui le permettent, alors on peut être dans une situation d'apprentissage qui est en fait une situation favorable. C'est-à-dire qu'avec le jeu, il y a tout l'aspect, on va dire, lié aux connaissances disciplinaires, mais ça développe également ça peut développer d'autres compétences transdisciplinaires, transversales. Est-ce que le jeu peut apporter, on va dire, aller plus loin pour développer des compétences au-delà de ce qu'on peut avoir dans le cadre d'une discipline? Alors, évidemment, ça va dépendre des jeux, mais il y a par exemple des jeux qui sont des jeux multijoueurs. Dans un jeu multijoueur, on est obligé de collaborer pour réussir. Et un apprentissage collaboratif, c'est à la fois plus motivant et ça peut permettre de développer effectivement d'autres formes de compétences. Il faut éventuellement, on part d'une information qui est incomplète. Souvent dans un jeu, on a peut-être que son coéquipier a les autres informations. Donc il va peut-être falloir apprendre à communiquer également pour mieux se coordonner. Donc il y a tout un tas de dimensions dans le jeu qui font que c'est fondamentalement celui qui fait le game design, qui choisit la manière dont les interactions vont pouvoir se produire. Et donc en fonction de ce que l'on aura mis dans le jeu, on peut développer tel ou tel type de compétences plus que d'autres. Alors, depuis le début de notre discussion, on a parlé beaucoup d'apprentissage, d'enseignants, d'implication des étudiants, des apprenants, du jeu. Du coup, quel lien vous pouvez établir entre les communautés d'apprenants et les communautés de joueurs? Mais je pense qu'en fait, les communautés de joueurs sont fondamentalement des communautés apprenantes. Et il y a probablement des choses que les chercheurs peuvent comprendre en étudiant les communautés de joueurs et ça peut les inspirer pour éventuellement repenser d'autres formes de communautés apprenantes. Si vous prenez l'une des communautés de jeux qui est la plus dynamique aujourd'hui, Minecraft, que beaucoup doivent connaître, est une communauté dans laquelle il y a des millions de jeunes qui vont sur YouTube et qui produisent des vidéos et qui regardent des vidéos faites par les uns et par les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement massif qu'aujourd'hui, le deuxième mot-clé le plus recherché sur YouTube, c'est Minecraft. D'accord? Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que sur Minecraft, il n'y a pas de tutoriel. Donc, en fait, Minecraft, c'est un jeu qui n'a pas pensé comment est-ce qu'on explique comment jouer. Eh bien, comme ce n'est pas complètement évident l'ensemble des choses qu'on peut y faire, eh bien, ce sont les joueurs eux-mêmes qui peuvent enregistrer ce qu'ils font et le partager. Et donc, c'est un bel exemple. Et d'ailleurs, il y a eu des chercheurs, il y a eu un très bel article dans le New York Times qui résume tout ça. Mais cet article du New York Times a interviewé plein de chercheurs qui montrent ce qu'on apprend en jouant. Et en l'occurrence, on apprend à s'orienter dans l'espace, on apprend à concevoir des objets, on apprend à construire des architectures, on peut apprendre de l'histoire, on peut apprendre de la géographie, on peut apprendre y compris des sciences de type biologie ou physique,
voire électronique. On peut apprendre à programmer, on peut apprendre à gérer une communauté, on peut apprendre comment décider quelque chose avec cette communauté. Est-ce qu'on doit leur imposer des choses, parce que certains jeunes ont leur propre serveur, ou est-ce qu'on doit au contraire discuter avec eux, parce qu'autrement ils risquent d'aller sur un autre serveur. Et donc il y a des vraies dimensions très intéressantes dans Minecraft, et ça n'est qu'un des exemples des multiples jeux où on peut apprendre quelque chose. Mais donc une communauté apprenante, c'est une communauté dans laquelle dès que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre la même chose plus facilement. Donc c'est le cas sur Minecraft, c'est le cas fondamentalement à l'université. Quand un chercheur a appris quelque chose, il publie, il partage, il enseigne et il transmet à d'autres. Mais aujourd'hui, les étudiants apprennent plein de choses via le web, via leurs interactions, via ce qu'ils peuvent faire dans différents projets d'engagement, de start-up ou d'associations. Mais ça n'est pas encore aussi mutualisé et reconnu que ça pourrait l'être. Et donc on peut très bien imaginer dans une société qui a été conçue pour maximiser les apprentissages, une société apprenante évoluée, c'est une société apprenante dans laquelle on optimise la manière dont les communautés apprenantes fonctionnent, la manière dont la réflexivité de chacun sur ses propres apprentissages se développe, la manière dont la réflexivité de la communauté sur elle-même se développe, et c'est typiquement une société dans laquelle l'université évolue grâce au passage de chaque génération d'étudiants. Chaque nouvelle génération d'étudiants va enrichir l'université, puisque les étudiants ne vont pas simplement apprendre des choses, ils vont aussi en créer, ils vont en partager, et ils vont contribuer à faciliter les apprentissages des générations qui les suivent.